Bonjour, donc je viens de voir ce titre. Ensemble, nous avons tenu l'hommage d'Emmanuel Macron 5 ans après l'annonce du confinement. Alors, je suis vraiment, mais alors vraiment extrêmement surpris qu'on en parle, parce que vu les résultats qui sont évidents pour tout le monde maintenant, je trouve quand même, c'est quand même assez, c'est tout juste hallucinant. On est en 2025, on est effectivement 5 ans après, ça c'est vrai. Ça c'est le qui est vrai. Ce qu'on peut voir, c'est que à l'heure actuelle, les finances publiques sont en train de lutter contre une dette abyssale et on peut s'apercevoir que la dette abyssale, eh bien justement, elle a été vraiment extrêmement aggravée durant l'année 2020, l'année 2021, par rapport voilà, à une moyenne, etc. Donc, c'est quand même ça qu'il faut rappeler. Il faut rappeler aussi que si on prend les petites entreprises, hein, par exemple, on voit que bon, bah, il y avait des défaillances d'entreprises à un certain niveau en volume, que pendant la pandémie, en fait, bon, bah, il y a eu un peu moins de faillites. Par contre, on voit que après la pandémie, et en ce moment même où on parle, eh ben, on voit que les faillites d'entreprises sont à des niveaux jamais atteints depuis la crise des subprimes. Donc, quelque part, on voit le résultat du truc. Euh, j'ai regardé sur Wikipédia, hein. Sur Wikipédia, ils ont fait un état en fait de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dites. Ça vaut le coup de reprendre, hein, chronologie de la pandémie en France. Et ça vaut le coup de reprendre un peu ce qui s'est passé pour bien se remémorer cette époque. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont préféré l'oublier. On comprend, hein, je veux dire, quand les gens, quelque part, sont obligés de s'auto-signer un papier pour aller ramasser les crottes de leurs chiens dans la rue, effectivement, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont préféré l'oublier. Mais il n'en reste pas moins que on peut voir là, par exemple, le 8 décembre 2019, selon le Canard enchaîné du 6 mai 2020, est averti par l'ambassadeur de France à Pékin de l'épidémie émergente en Chine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour des gens qui ont connu la Chine, et donc c'est le cas nécessairement de l'ambassadeur, et de toute façon de l'ambassade, des services de renseignement, hein, je veux dire clairement, qui se situaient en Chine au moment de la pandémie, en 2019, il n'est pas possible, si vous voulez, de passer à côté d'un événement de ce type. Pourquoi c'est pas possible de passer un événement de ce type? Parce que, en fait, il y a une raison pour laquelle l'épidémie s'appelle V2, parce que vous aviez eu un V1. Et le V1, en fait, c'était en 2022-2023. Euh, et à ce moment-là, 2022, et à ce moment-là, si vous voulez, vous aviez eu ce virus sous une forme différente qui avait vraiment affolé la population en Chine, à tel point que si vous reprenez ce qui s'est passé à l'époque, à Pékin, vous avez la population qui n'a pas attendu en fait c'était voilà, c'était en 2002. Si vous voulez, ça avait démarré en 2002, hein, et bah, ça s'est beaucoup étendu en Chine. Et la Chine avait été particulièrement touchée, à tel point que au printemps 2003, eh bien, vous aviez à Pékin, en fait, les gens, pendant un certain temps, en fait, se sont confinés chez eux sans même attendre les directives du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait la peur dans la rue, les gens comprenaient pas ce qui se passait, et donc, nécessairement, vous aviez les gens qui restaient chez eux, il n'y avait vraiment pas besoin de leur demander. Donc, si vous voulez, il n'est pas possible que après,
après ce qui s'était passé, donc là, on était 15 ans, hein, un peu plus de 15 ans après, il n'est absolument pas possible que le personnel de l'ambassade, que les services de renseignement aient pu ignorer la pandémie qui démarrait. Donc ça, c'est pas possible. Donc après, on a cette information du canard enchaîné, bon, vérifié, pas vérifié, je sais pas, était au courant depuis décembre. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc, si vous voulez, ensuite, il faut regarder ce qui s'est passé. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et puis, il faut bien comprendre que ça va amener au confinement, qui va amener au financement du confinement, parce qu'en fait, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire, les -9 et là, les -7, en fait, ce sont les conséquences du confinement qu'il a fallu payer. De plus, les défaillances d'entreprises, en fait, qu'il y a maintenant, il ne faut pas oublier que des entreprises sont obligées de rembourser des prêts qui avaient été faits à l'époque. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait eu des prêts aussi qui avaient été faits de manière à... parce que quand on ferme d'office les entreprises, il faut bien les financer, hein, elles ne vont pas vivre toutes seules. Donc, ils ont obligé la fermeture, mais d'un côté, ils ont obligé aussi les entreprises à prendre des prêts. Évidemment, ce qui devait se passer se passe, c'est qu'on a maintenant une montée monstrueuse de la défaillance des petites entreprises. Donc, on va reprendre un peu les différentes... il faut se rappeler quand même, hein, janvier 2020, le risque en France est faible, hein. Ne peut être exclu, ok. On a une conversation en janvier 2020. Il faut se rappeler que le confinement n'arrivera qu'il y a 5 ans, c'est-à-dire mi-mars, hein, mi-mars. Donc là, on est mi-janvier. On est 2 mois avant environ, hein. Donc, le président lui annonce la mise en quarantaine de Wuhan le lendemain, hein. Ça veut dire 2 mois avant, en fait, le président chinois avait déjà averti qu'il mettait Wuhan en quarantaine. Les liaisons aériennes sont suspendues, mais pas de mesures particulières aux frontières pour les passagers venant de Chine. On se demande bien pourquoi. Je veux dire, on sait que c'est contagieux. On sait depuis 2002 que c'est extrêmement dangereux, ou en tout cas à l'époque on le suppose, parce qu'il n'y avait rien voilà, qui disait les taux de contamination, les taux de mortalité, c'était vraiment dans le flou, mais il n'y a pas de mesure particulière pour les passagers venant de Chine, hein. Donc voilà, ça continue comme ça. On a l'annulation du Nouvel An, etc. Selon la ministre de la Santé, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'épidémie. Les choses sont d'ores et déjà programmées. Vous voyez, c'est ce qui a été dit, hein. C'est ce qui a été dit. Si un jour nous devions proposer telle ou telle population ou personnes à risque de porter des masques, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en ont besoin. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait des directives pour coudre ces masques. Il y a des gens qui achetaient des machines à coudre de manière à pouvoir se coudre des masques. Parce que, en fait, non. En fait, les masques, il n'y en avait pas. Inventaire des masques de protection et commande. Ok. Ok. Il y a le professeur du chef de service qui dit si l'épidémie devait monter en puissance, je ne sais pas si nous pourrions y faire face. Ok, ce jour, donc les élections, les fameuses élections municipales, parce que ça aussi c'est important. On va voir que ce qui intéressait ces gens-là, c'était quand même les élections municipales surtout, hein. Donc le 30 janvier, soit 1 mois et demi avant le confinement. Donc, aurait dû à Édouard Philippe, hein, à Édouard Philippe, donc voilà, que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. La direction de la santé demande d'acquérir dès que possible 1,1 million de masques FFP2. Ben oui, parce que si vous voulez, ce qui est important en fait pour se protéger
de ça, ce sont les masques FFP2. Les tissus que les gens ont pour rassurer la population, en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ni d'ailleurs les masques chirurgicaux de premier niveau, c'est-à-dire les trucs qu'on voit encore maintenant. Il y a des pauvres gens qui s'imaginent encore que ces trucs-là les protègent, alors que c'est pas vrai. Si vous voulez vraiment être protégé, ce sont des masques FFP2 qu'il faut. Donc il y a toute une histoire avec les Français qui sont rapatriés, ok, etc. Euh, Tous les pays de l'espace Schengen, sauf la France, suspendent les visas avec la Chine. Comment ça se fait? Il n'y a personne qui se pose la question de savoir comment ça se fait que vous avez 25 pays. 25 pays. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la pandémie. Je sais très bien, parmi les gens qui m'écoutent, il y a probablement des gens qui pensent encore, ou qui pensent, ou voilà, que la pandémie, c'était pas grave, etc. Je veux dire, pensez ce que vous voulez, mais est-ce que vous trouvez logique que vous avez tous les pays de l'espace Schengen, 25 pays, qui ferment les frontières alors que la France ne ferme pas, ne suspende pas les visas avec la Chine? Ça vous interpelle pas, ça? Est-ce que par hasard, les Chinois sauraient des choses sur la France et que les autres pays ne savent pas? C'est bizarre, franchement. Un second rapatriement, non, 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 ok, nouvelle DG1. Il s'agit cette fois d'acquérir les FFP2. Les besoins en masques pour le personnel soignant est estimé à 40 millions par semaine. Pour toute la population, plus de 500 millions par semaine. Donc, voilà. Décision de ne pas fermer la frontière italienne alors que en Italie, bah, il y avait vraiment des problèmes, hein. Ok. Là, c'est le problème de la production des médicaments qui a été délocalisé. Et donc, comme c'est délocalisé, bah voilà, il y a ce problème. Je ne sais pas si en 2025, la production de matières premières pharmaceutiques a été relocalisée au moins en Europe. C'est une question qu'il faut quand même se poser à un moment donné, parce que si jamais il y a des tensions géopolitiques graves avec l'Asie, bah, voilà ce qui risque de se reproduire. Euh, sur les 28 millions, ils n'en ont reçu que un demi-million, 500 000. Voilà. Donc ensuite, ok, il se passe un certain nombre de choses. Euh, quitte le ministère de la Santé à la tête pour remplacer à la tête de la campagne de la mairie de Paris. Donc encore une fois, on voit des gens qui sont vraiment absolument en responsabilité, qui veulent absolument le bien des gens et prêts à se sacrifier pour la France, prêts à se sacrifier pour les Français. Il n'y a aucun problème. Quand on a des responsabilités aussi importantes, c'est tout à fait normal de partir en pleine crise pour aller briguer un poste à la mairie de Paris. Je vous ferai remarquer que le simple fait d'aller briguer un poste à la mairie de Paris un mois avant le confinement, hein, ça veut dire on a probablement eu l'assurance qu'il y aura bien l'élection municipale. Ça veut dire qu'à toute force, en fait, l'élection municipale sera maintenue, quelles que soient les circonstances. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, euh, voilà. Ok. La France, voilà. La France est prête car nous avons un système de santé extrêmement solide. C'est voilà, évident. Plan Orsec, nanana. Ensuite, bon, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Je vais quand même pas tout. L'idée, c'est d'aller jusqu'à l'élection, en fait, hein, évidemment. Donc, les tests, les stocks stratégiques, nanana. À propos de la pénurie de masques, voilà, pénurie de masques. Donc, tout allait bien, mais finalement, il y a une pénurie de masques et de gel. Je vous rappelle, hein, il y avait là aussi comment faire son gel soi-même.
Euh, voilà. Prévient d'une situation à l'italienne. Donc, encore une fois, le professeur Eric Combe prévient que la situation est à l'italienne. Et probablement qu'il se transmet beaucoup mieux qu'on ne le pensait. Donc, il y a un certain nombre de cas après, etc. Donc après, il y a un conseil des ministres exceptionnel. Donc tout le monde est bien au courant en fait, hein. Je veux dire, conseil de défense. Je vous rappelle, hein, le conseil de défense a été mis en place à l'époque parce que en fait, lors d'un conseil de défense, ce que vous dites, c'est secret défense. Donc à ce moment-là, ça permettait quelque part, eh bien, d'éviter qu'il y ait des fuites. On se demande bien pourquoi. Réunion du Conseil des ministres, le gouvernement décide. Alors, hein, je vous rappelle, il y avait eu donc des mouvements, des manifestations contre la retraite à 64 ans déjà à l'époque, hein. Ça avait commencé en 2019, ça s'était poursuivi en 2020. C'était en plein déroulement du mouvement social pour la 64 ans, contre la retraite à 64 ans. Et donc le gouvernement, bien évidemment, de manière tout à fait démocratique et de manière tout à fait cynique, décide de recourir au 49.3 de manière à faire passer l'examen du système de retraite. On est 15 jours, environ 2 semaines avant le confinement. Le stade 2 est déclenché. Les rassemblements sont interdits. Niveau national, les manifestations sont interdites. Voilà. Le 1er mai, il y a un certain nombre de choses qui se passent. OK. Le 2 mars, qui a confirmé. Le Premier ministre, OK. La presse se fait écho de 30 personnes. OK. Donc, voilà. Nous basculons dans le stade 3. On ne va pas arrêter la vie en France. Du 3 au 5 mars, je ne sais pas quel jour exactement c'est, mais du 3 au 5 mars, c'était une dizaine de jours juste avant le passage au confinement. Alors, les pharmacies reçoivent l'autorisation de fabriquer du gel hydroalcoolique. Ah oui, parce que voilà. Euh, il y a un moment où nous savons tous qu'une épidémie est de toute façon inexorable. Voilà. On est le 5 mars. L'épidémie, elle est inexorable, mais, 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 il n'y a toujours pas de confinement. Le rythme de décès s'accélère. Première réunion, ok. Et bien entendu, le 6 mars, ils vont au théâtre voir une pièce qui met en œuvre, selon la vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Le 6 mars, hein, le 6 mars, de manière tout à fait démonstrative, en fait, très cool, ils vont au théâtre pour montrer à tout le monde qu'il n'y a aucun souci. Seulement, c'est le 6 mars, 9 jours après, qu'est-ce qui se passe? Il y a le confinement. Donc, ok, les rassemblements tout d'un coup de plus de 1000 personnes sont interdits, etc. Création de conseils, machin. Toutes visites sont interdites, voilà. Les enfants, les mesures restrictives sont prises dans l'Oise, etc. Là, ça commence un peu à partir. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale des écoles. Blanquer. La plus grave, c'est tout d'un coup, déclaration télévisée, la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Tout d'un coup, voilà, ça devient. Donc, le 12 mars, c'est la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Le 9 mars, non, c'était quel jour exactement? Le 6 mars, pardon,
c'était, bon, on va voir tranquillement une pièce de théâtre où il y a tout le monde, où il y a des risques de contamination. Donc, si vous voulez, c'est quand même une semaine avant. Et tout d'un coup, ça devient, alors qu'on parle que de ça depuis 3 mois, ça devient la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Donc, ok. Donc, mécanisme de chômage partiel. En revanche, les élections sont maintenues le 15 mars. Hein, voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que voilà, c'est la plus grave crise. Ça commence à fermer partout. C'est vraiment un problème. Mais les élections municipales sont bien entendu maintenues. Elles sont maintenues. Le Premier ministre Édouard Philippe, la fermeture des lieux non indispensables, et le 15 mars, bien évidemment, le premier tour a lieu. 25 millions se déplacent pour participer au vote. C'est quand même, c'est juste fou en fait. Quand on voit l'enchaînement des trucs, c'est vraiment hallucinant. Des photos de marchés de parcs parisiens bondés circulent sur les réseaux sociaux. Voilà. Fermeture des lieux publics, etc. Le 16 mars, eh bien, c'est l'allocution en direct. La France est en guerre, encore une fois. Ce serait bien de mettre un jour quand même quelqu'un qui ait fait son service militaire, ou voilà, ça serait quand même sympa d'élire à la présidence de la République quelqu'un qui sait ce que c'est que l'armée finalement. Il annonce la mise en place de nouvelles dispositions, donc voilà, là c'est le confinement. Les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises, sanctionnées, voilà, chaque infraction seront sanctionnées. Les frontières de l'espace Schengen sont enfin fermées. Hein, il a fallu attendre quand même dire, à partir du moment où on considère que la crise est grave, pourquoi avoir autant du temps de temps pour fermer les frontières, quoi. Je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Les voyages entre pays non européens et l'Union européenne sont suspendus. Hein. Donc, c'est le 16 mars, quoi. Je veux dire, il a fallu en arriver là pour fermer. En fait, juste le jour d'après les élections. euh, Et puis après, bon voilà, c'est le reste, c'est embouteillage, gare saturée, entrée en vigueur du confinement, etc. Enfin bon, bref. Euh, la pénurie de masques, nous avons suffisamment, je pense que voilà. L'inénarrable ministre de l'économie, hein, voilà, les salariés indispensables, etc. etc. Donc, le ministre du Travail parle de défaitisme à propos du secteur du BTP qui a interrompu les chantiers. C'est quand même lunaire, quoi. Je veux dire, quand on regarde ça, je veux dire, le jour où les. Bah, si, je sais pas, c'est pas un travail d'historien de regarder ce qui s'est passé dans cette époque. Je pense que ça serait quand même plutôt le travail de juge, ou plutôt voilà, de gens comme ça. Et puis après, bon, bah, le reste, c'est à volo. Hein. Il y a l'auto-signature des autorisations de sortie. Enfin, bon, bref, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc, on voit le résultat 5 ans après. Hein. On voit le résultat sur l'économie, qui est un résultat absolument désastreux. On voit la France qui vraiment chute au niveau de la productivité, qui a vraiment beaucoup de mal à se remettre de la crise. Il y a une crise du logement qui est absolument abominable en France, hein, parce que il y a beaucoup moins de logements, donc les gens arrivent plus à se loger, arrivent plus à louer, plus à acheter. Enfin, vraiment,
Ça a vraiment été une période. euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment important, si vous voulez. À un moment donné, c'est euh, diriger, c'est prévoir, hein. Non, je vous assure, c'est pas une blague, hein. Je l'ai pas lu dans. C'est pas un truc de Coluche, mais à un moment donné, diriger, c'est prévoir. Euh, Quand vous élisez des gens qui sortent de nulle part, finalement, vous savez pas qui c'est, des gens qui n'ont pas d'expérience, des gens qui sont jeunes, qui connaissent pas grand-chose à la vie, qui sont en plus pas des élus, qui connaissent pas vraiment les gens du peuple, etc. Après, faut pas venir pleurer, quoi. Je veux dire, quel que soit le parti, je veux dire, là en l'occurrence, c'est pas parce que c'est un parti du centre que c'est un problème. C'est parce que à un moment donné, quand vous entrez dans une entreprise, on vous demande d'avoir une certaine expérience dans votre travail. Je veux dire, c'est normal. Vous confieriez pas votre voiture à quelqu'un qui vient d'être embauché, qui vient juste d'être sorti de l'école, ou quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Vous n'allez pas confier votre voiture à la réparer. Alors pourquoi maintenant, expliquez-moi pourquoi vous allez confier le pays à des gens qui n'ont tout simplement pas l'expérience de la direction ou de la création de quoi que ce soit, hein. C'est quand même une question qui est quand même intéressante. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Mais bon, laissons là le volet économique. Et on peut regarder l'épidémie de SRAS, parce que ça avait marqué le monde à l'époque, mais ça avait beaucoup marqué la Chine. Je veux dire, quand, je vous rappelle, hein, au début de la crise de la pandémie qui s'est déroulée donc en 2000, disons 2019, 2000, enfin le démarrage 2019-2020, il y a un médecin chinois qui est d'ailleurs est décédé de cette maladie, qui a immédiatement reconnu le type de problème que c'était. Donc, si vous voulez, voilà, c'est un problème. Euh, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème qui se reproduira pas? Voilà. Après, encore une fois, on peut penser ce qu'on veut. Il y a des épidémiologistes, il y a des gens qui sont des spécialistes du domaine. Euh, la, la- le, Cette épidémie en Chine avait duré en gros, enfin, de manière aiguë et visible à peu près 3 à 4 mois, si vous voulez. Alors effectivement, elle s'étend sur une période un peu plus longue, mais en gros, ça avait duré de manière vraiment très, très visible, 3 à 4 mois en Chine, pas plus. Mais par contre, ça avait été extrêmement grave. Ça a vraiment été vraiment quelque chose de très très grave. Euh, on peut vraiment penser que c'est le genre de chose qui peut se reproduire. Je veux dire, il ne s'agit pas de s'affoler, mais il s'agit de... Voilà. Donc maintenant, en termes de survie, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le petit laïus que je vous ai fait au départ vous montre qu'à un moment donné, si vous ne prenez pas un minimum en charge votre survie, ça ne le fait pas. C'est-à-dire que le fait d'attendre que euh, l'État, disons, vous protège, en échange des impôts que vous lui payez, mine de rien, bah ça dépend malheureusement de la situation de l'État qui est au pouvoir, etc., qui vous avez mis au pouvoir. Donc à un moment donné, euh, il y a quand même des choses à faire. Donc euh, qu'est-ce qui peut être nécessaire dans ce cas-là? Hein, qu'est-ce qui peut être nécessaire? Maintenant, avec le recul du temps, on a quand même 5 ans d'expérience, si j'ose dire, sur le sujet. La- on voit que actuellement la pandémie en fait est en train vraiment de régresser. Il y a pratiquement plus de cas. Voilà, elle est en tout cas en Europe, mais je pense que même dans le monde, les statistiques montrent que
Ça a probablement très calmé, en tout cas, au moins pour 2025. Donc voilà, l'idée, c'est maintenant que les choses sont un peu retombées, etc. C'est quoi les conclusions du truc? Pour moi, les conclusions du truc, c'est quand on parle de survie, il y a un certain nombre de basiques. Déjà, on doit avoir les moyens d'assurer sa protection au niveau médical. Et bah, spécifiquement des virus. C'est pas la première fois que des virus graves arrivent dans le monde, hein, je veux dire, parce que même si quoi qu'on pense de la pandémie, il y a eu la grippe espagnole il y a un siècle, il y a eu différentes épidémies dans les siècles passés, même au Moyen Âge, etc. Et il faut surtout pas considérer, je pense que ça c'est une très grosse erreur, que ça peut plus se produire de nos jours, parce que de nos jours, bah, il y a l'hygiène, de nos jours, il y a la médecine, de nos jours, il y a tout ça. Dire non, c'est pas vrai, ça peut se reproduire, il peut y avoir des virus qui apparaissent, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas se protéger. Donc, qu'est-ce que nous ont appris ces 5 ans? Moi, je pense que si vous voulez, une des premières choses les plus importantes, c'est déjà, bah, il faut déjà être en bonne santé. Non, mais voilà, c'est déjà un premier point. Il faut avoir des habitudes. On va pas parler sur l'aspect matériel ensuite, bien entendu, hein, parce que c'est aussi très important. Mais je pense que vraiment, c'est important déjà d'avoir une base saine et de comment dire, d'être vraiment dans cette optique-là. Ça veut dire faire des exercices, ça paraît très bête, mais c'est important. Mais ça veut dire aussi bah, prendre des compléments alimentaires. Par exemple, euh, il y a des recommandations pour les gens qui sont dans les pays du Nord en termes de taux de vitamine D. Vous avez aussi des oligo-éléments, hein, comme le zinc, vous avez ce genre de trucs-là. Donc, moi, je ne vous fais pas de préconisation, juste vous allez voir votre docteur pour qu'il vous explique quels sont peut-être ce qui vous manque en fonction de votre âge, en fonction de la latitude, de la, ouais, de la latitude où vous habitez, de votre ensoleillement, de votre âge, enfin voilà, il y a tous ces critères. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire que c'est pas accessoire. Évidemment, tout seul, ça permettra pas de lutter contre un virus grave. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir de pas avoir des séquelles ou de pas avoir, parce qu'il y a aussi les séquelles. Bon, j'en parle pas, mais il y a aussi les séquelles. Euh, donc ça vous permettra de vous protéger. C'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une vie saine, pas fumer, pas boire d'alcool du tout, euh, marcher le plus possible, utiliser le moins possible la voiture, tout ça, c'est assez bateau comme chose, mais je pense que c'est vraiment quand même quelque chose de très important. Euh, il y a aussi tout un tas de médecines qui existent. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Premier point, mais c'est un point important. C'est-à-dire que avec ça, vous avez un tiers, disons, quelque part, de votre protection. C'est-à-dire vraiment bonne santé, sain, sportif. Je dis ça pour rire. Voilà, ça c'est important. Le deuxième point, vous avez l'environnement. Donc on va venir au matériel après, mais vous avez l'environnement. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ces 5 ans, c'est l'environnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que euh, de nos jours, alors vous allez voir que c'est peut-être très contre-intuitif et puis c'est peut-être aussi c'est peut-être pas non plus au goût de tout le monde, mais je suis vraiment désolé sur le sujet. C'est vraiment un très très gros problème. L'environnement, et en particulier, il y a une chose, c'est l'aération. Ça, je veux dire, l'aération, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, qu'on n'a pas assez mis en valeur, mais c'est quelque chose de très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 2025, dans notre monde moderne, en fait,
les gens se calfeutrent chez eux. C'était le cas en Chine, hein, je veux dire aussi en 2002-2004 en fait. Il faut bien comprendre que la Chine, c'est un pays avec des variations de température importantes, de l'humidité. Donc il y a dans toutes les maisons, hein, vous avez des climatiseurs. En été, ils souffrent le froid. En hiver, ils soufflent le chaud. Mais les maisons sont extrêmement fermées, ce qui n'était pas le cas traditionnellement en Chine. Les maisons étaient très ouvertes, en fait, avant. Donc, ça permettait le vent de passer, etc. Sur la Chine, en fait, sur la climatisation et l'aération, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, les terrasses, c'est quelque chose d'excellent, par exemple. Euh, fermer travailler dans des bureaux fermés, même et dans des open space, etc., c'est absolument délétère et c'est extrêmement mauvais et c'est extrêmement malsain. Et pour le coup, il ne s'agit même pas de parler d'épidémies très graves, mais même ne serait-ce que de grippe ou de rhume, à partir du moment où vous êtes dans des milieux confinés, c'est une catastrophe. Donc, je comprends même pas, si vous voulez, qu'il n'y ait pas eu de mesures définitives pour dire, ben maintenant, tous les locaux doivent être aérés, mais aérés de manière mécanique et de manière permanente, hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les aérer de temps en temps, etc. Il faut que ça soit aéré de manière permanente, il faut que l'air circule. La raison en est très simple. Je veux dire, si on regarde de l'humanité, le fait d'être dans des espaces confinés, ça date d'il y a très 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 peu de temps. En fait, ça date probablement pas plus d'une centaine d'années. Parce que avant 100 ans, en fait, bah, c'était donc avant la Seconde Guerre mondiale, on va dire, beaucoup de gens étaient dans les campagnes, ils étaient nécessairement au grand air et voilà, l'air circulait, peut-être les maisons même n'étaient pas très bien fermées, etc. Donc vous aviez quand même une circulation d'air qui était très importante partout dans le monde. Or maintenant, c'est plus le cas. D'autant plus que maintenant, on veut construire absolument des maisons qui sont de vraies enceintes thermiques, hein, sous prétexte de ne pas dissiper l'énergie. Et à ce moment-là, bah, ce qui se passe, c'est que en faisant ça, vous maintenez la chaleur, mais aussi, d'une certaine manière, vous empêchez encore plus l'air de circuler. C'est le cas dans les trains. Bon, les avions, vous pouvez pas faire autrement. Mais dans les trains, c'est pas normal. Dans les métros, c'est pas normal. Dans les bus, c'est pas normal. Dans les voitures, c'est pas normal. Tout est fermé, tout est confiné. Partout où vous allez, c'est fermé. Et donc, ça, c'est vraiment un problème. Vous allez dans des magasins, euh, vous allez dans des espaces clos, dans des espaces qui sont pas ventilés avec un échange avec l'extérieur. Et ça, c'est délétère. C'est ça qui est terrible, en fait, dans le truc. Donc, euh, et donc, ça veut dire que vous, en tant que survivaliste, quelque part, vous devez tenir compte de cet environnement. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous devez nécessairement sélectionner les endroits où vous allez. Ça veut dire quand vous avez la pandémie, par exemple, et oui, il ne faut pas aller dans un restaurant, il ne faut pas aller dans un bar, il ne faut pas aller dans un hôtel, il ne faut pas aller dans un magasin. Il faut essayer de faire le maximum de choses en extérieur. Bah, je suis désolé, mais c'est aussi le cas du survivalisme. Maintenant, c'est une leçon à retenir. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer dans tous les jours, mais vous allez peut-être vous entraîner, etc. Et si jamais il y avait vraiment quelque chose de grave qui se produisait en termes d'épidémie, bah, à ce moment-là, vous êtes prêt. Euh, aussi, vous devez vous isoler dans votre maison. Si vous êtes dans un appartement, vous devez prévoir éventuellement de colmater les passages sous les portes vers l'escalier. Éventuellement, vous faites un deuxième niveau de protection avec des feuilles en plastique à coller, etc., de manière à avoir un espèce de sas, en fait, qui vous permet d'éviter
d'avoir la circulation d'air de la cage d'escalier à l'intérieur de votre maison. Parce que généralement, c'est ce qui est prévu pour pouvoir faire les aérations. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très problématique. Ça veut dire aussi sélectionner peut-être des fenêtres, des ouvertures dans votre maison pour pouvoir faire ça. Ça, c'est quand vous êtes en appartement. Évidemment, si vous avez la chance d'habiter à la campagne, c'est quand même plus facile. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai une famille, des enfants, une femme, un chien, un chat, etc. Oui, je suis désolé, mais là pour le coup, je ne peux pas donner de conseils sur ce sujet-là. C'est à vous-même de faire votre propre solution sur, disons, ce deuxième tiers. Voilà. Je pense que c'est vraiment le deuxième tiers. Je pense que quand on applique ça, eh ben vous avez beaucoup moins de chances, parce qu'il s'agit enfin, ou de risque plutôt, de contracter un virus, quel qu'il soit. Et puis, vous avez le dernier tiers, hein, qui est les choses que vous pouvez avoir. Donc, mettre de côté, déjà, je pense que maintenant, vous avez compris, il faut avoir des masques FFP2 au devant de soi. Alors, les masques FFP2, normalement, d'abord, ça ne coûte pas si cher que ça, pour commencer. Ensuite, c'est ce qui est vraiment efficace. Le reste, je vous rappelle quand même, même à l'époque, même au moment de la pandémie, il était question que 2 personnes devaient avoir le masque chirurgical. Une seule personne avec le masque chirurgical, elle n'est pas protégée du tout. Il faut les deux. Alors maintenant, on voit encore des gens, des personnes âgées, tout ça, qui se baladent avec un masque. Les pauvres, ils se croient protégés. Mais non, vous êtes protégés de rien, en fait. Ça fait juste un peu plus chaud au nez, mais c'est tout. Non, il faut vraiment des FFP2 de manière à pouvoir filtrer. Et de toute façon, si vous voulez, l'avantage des FFP2, c'est à la fois sur les virus, mais aussi sur la pollution. Dire, la pollution de la ville, elle existe. Il y a des particules fines. Et les FFP2, ça tombe bien, filtrent aussi les particules fines. Donc voilà, c'est pas de l'argent jeté en l'air. C'est quelque part, c'est pas vraiment un problème. Donc, vous avez ces masques-là, vous devez, si vous pensez donc vous protéger, vous pouvez vous protéger avec ces fameux masques FFP2. On en trouve, je veux dire, voilà. Essayez d'en trouver qui sont fabriqués en Europe. Je pense que c'est vraiment un minimum, personnellement. Voilà, ça c'est le premier point. Euh, En avoir sur soi, en avoir toujours un sur soi dans une pochette. Généralement, ils sont livrés dans des pochettes en plastique, etc. Donc voilà. Euh, Si jamais vous êtes dans un train ou un avion et puis que vous voyez il y a des gens qui commencent à tousser ou etc. À ce moment-là, vous mettez le masque et puis voilà, c'est bon. Maintenant, le masque est rentré vraiment dans la mode. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça choque plus personne. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, vous mettiez un masque à Paris, vous aviez le wagon pour vous tout seul dans le métro, les gens avaient peur. Maintenant, tout le monde s'y est fait. Voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, etc. Donc moi, je pense que c'est une bonne protection. C'est une protection intéressante, j'imagine. Même pour des affections plus légères comme les rhumes, les grippes, les trucs comme ça. Je pense que c'est intéressant d'avoir des masques et les utiliser quand c'est nécessaire. Bon, voilà. Euh, et d'en avoir en réserve. Bon, après, vous avez des dates de péremption, mais j'imagine que vous pouvez quand même les garder pendant un certain temps. Normalement, il y a des durées d'utilisation qui sont données. Personnellement, bon, je pense que c'est intéressant, mais d'après ce que j'ai compris des épidémies, il faut une certaine quantité, si vous voulez, de virus pour tomber malade. Donc, voilà, après, chacun se fait son idée de comment il doit se comporter avec le masque. Ensuite, vous avez donc ce dont on a parlé, le gel hydroalcoolique. Alors, le gel hydroalcoolique, bon,
Moi, j'en ai utilisé, mais je pense que euh, c'est vraiment. Je pense que ça doit être utilisé avec parcimonie. Pourquoi? Parce que le gel hydroalcoolique, eh bien, ça enlève toutes les bactéries que vous avez sur les mains, mais il y en a des mauvaises et puis il y en a des bonnes, quoi. Je veux dire, voilà. Et être tout le temps en train de se frotter les mains avec le gel hydroalcoolique, c'est pas nécessairement très sain. Donc moi, je préfère de beaucoup soit de l'eau savonneuse, soit du savon. Euh, Ça, d'après ce que j'ai compris, hein, ça a les mêmes effets. Bon, peut-être il faut se frotter les mains un peu plus longtemps. C'est vrai que c'est moins pratique à emporter, mais voilà, il est hors de question. Je me suis jamais passé les mains de manière systématique au gel hydroalcoolique euh, en sortant, quoi. Je veux dire, et après, c'est un réflexe, évidemment, de pas. C'est un réflexe qui est difficile à acquérir, par contre, hein, je vous préviens, c'est pas facile. Pas se foutre les doigts dans la bouche, dans le nez, dans les oreilles, enfin voilà, de manière à éviter, voilà, ou sur la figure, de manière à éviter de potentiellement vous contaminer. Donc ça, vraiment, c'est vraiment le truc qui est pas souhaitable. Donc je vous dis, pour moi, il vaut mieux vraiment, si vous avez la possibilité, utiliser plutôt le savon que le gel hydroalcoolique. Je pense que c'est bien pour les médecins, mais une utilisation de longue durée sur des années, c'est probablement pas très bon pour la santé. Enfin, vraiment, je le pense. Je vous dis, après, je suis pas médecin, donc vérifiez ça après, auprès de votre médecin. Euh, bon, je vais pas vous faire la liste, vous imaginez un peu ce que c'est, mais dans le même ordre d'idée, c'est d'avoir un stock de compléments alimentaires qui peut être utile au cas où. Euh, Prendre des médicaments qui sont conseillés sur Internet, ça, je vous le recommande vraiment pas du tout. Au début de la pandémie, il y avait un certain nombre de bruits qui couraient sur des médicaments. C'est vraiment un très gros piège, c'est dangereux. Euh, voilà, il y a des médecins, il faut suivre les recommandations, hein. C'est s'auto-soigner avec des médicaments que vous connaissez pas, que vous maîtrisez pas, c'est quelque chose qui est un truc, c'est pas vraiment le genre de choses à faire. Je pense que, si vous voulez, dans mon approche, il vaut mieux prévenir en étant euh, overkill, ça veut dire en prenant trop de précautions. Il vaut mieux prendre beaucoup trop de précautions, passer pour un débile, passer pour ridicule aux yeux des autres, euh, plutôt que de commencer à envisager le fait de se soigner avec des trucs voilà, éventuellement problématiques. Donc, si vous appliquez des règles comme ça, des règles sur l'aération, etc., sur le masque, etc., la santé, voilà, sur tous ces trucs-là, euh, ça peut le faire. Ça peut le faire. Euh, Il y a aussi la question des relations avec les autres. Ça veut dire qu'il faut aussi à un moment donné doser quelles vont être vos relations avec les autres. Parce que ça, la question va se poser nécessairement. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un épisode de pandémie, eh ben, nécessairement, vous allez être obligé de. Enfin, vous avez des relations avec d'autres personnes. Donc, il faut savoir euh, à quel moment, enfin, combien de temps vous voulez discuter avec d'autres personnes, à quel moment vous décidez que ça peut éventuellement être problématique pour vous, et donc, bah, à ce moment-là, vous arrêtez les discussions. Bon, maintenant, c'est devenu beaucoup moins critique. Je veux dire, il y a le travail à domicile, il y a le télétravail, il y a tout ce qui se fait par Internet. Heureusement, ça permet de continuer à vivre en étant moins exposé, surtout pour les personnes fragiles. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut préserver. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi les stratégies d'évitement de l'épidémie et de survie, les communications à distance, par Internet,
par les réseaux, etc., font partie de cette stratégie. Parce que ils vous retirent, si vous voulez, du contact avec les autres. Et donc, ça vous permet éventuellement de pouvoir continuer. Voilà. Mais ça, c'est le genre de truc qui se prévoit avant. Euh, le jour où vous êtes dans la pandémie, c'est trop tard. Mais encore une fois, si vous voulez, moi je me sers de ça comme un exemple. Après, vous avez la pandémie et par définition, elle est imprévisible. Elle est imprévisible parce que, enfin, je veux dire, sur le long terme, elle est imprévisible. Là, il se trouve que c'est une résurgence de ce qui s'était passé en 2002. Hein. Il se trouve que c'est une résurgence de ça, mais ça peut très bien être autre chose. On ne sait pas, en fait. Donc à ce moment-là, il faut s'adapter. Il faut s'adapter de manière à pouvoir à survivre, quoi. C'est ça la survie. Hein. Et puis vous savez pas ce qui peut se passer. Je veux dire, il peut très bien. On parle beaucoup de guerre, de problèmes géopolitiques, etc. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est tout le. À mon avis, c'est toute la beauté, quelque part, la philosophie du survivaliste, c'est de faire une étude de risque, de ne pas se laisser influencer par personne, même pas par moi, et ben de définir comme ça des différentes stratégies en cas de problème. Bon, maintenant, voilà, faut se détendre quand même, je veux dire, mais c'est nécessaire d'y réfléchir en tout cas, de manière à ce que le jour où le problème arrive, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous avez réfléchi au problème, vous avez réfléchi à des méthodes, à des comportements, à voilà, comment faire. Je pense que le fait d'avoir des gens qui réfléchissent à l'avenir et qui puissent envisager des problèmes dans une société, c'est absolument indispensable. C'est indispensable à la survie même de la société. Donc, dire quelque part, c'est vraiment important d'avoir cette démarche. Et voilà. Donc, j'imagine que la vidéo est suffisamment longue. Oui, ça fait pratiquement 1 heure. Donc, je vous remercie de l'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.